Donc vous êtes seulement 137 connectés. C'est vraiment, vraiment, vraiment très triste. Ça veut dire que j'ai perdu 100 personnes en l'espace de 5 cours, ce qui est absolument incroyable. Donc, vous allez voir que dans ce cours, beaucoup de techniques reposent sur le même principe que pour la purification des acides nucléiques. Donc, oui, j'ai gardé les meilleurs, c'est ça. Euh, donc, il y a des choses sur lesquelles nous irons assez vite aujourd'hui. C'est parti. Donc, pour les acides nucléiques, à quoi ça va nous servir cette fois de purifier des protéines, d'apprendre à les extraire et d'apprendre à les purifier. En recherche, vous vous doutez bien que pour pouvoir étudier une protéine et déterminer ses différentes caractéristiques, nous allons avoir besoin dans un premier temps donc, de les purifier. Et donc pour déterminer, vous voyez, leur masse, leur séquence primaire, leur structure, et éventuellement pour isoler une activité enzymatique, qui sera très intéressant avec de nombreuses protéines, d'être capable de les purifier pour récupérer cette activité enzymatique et l'utiliser après à volonté dans différentes activités humaines. Dans le domaine médical, de manière un peu plus pointue, on a déjà évoqué, par exemple, la nécessité, de purifier, une insuline recombinante et donc pour traiter, les patients diabétiques. En termes de diagnostic, il peut devenir intéressant aussi d'être capable d'extraire et de purifier certaines protéines pour, pouvoir, poser certains diagnostics quant à, par exemple, certaines maladies neurodégénératives. Ce que vous reverrez par ailleurs avec, par exemple, ce qu'on appelle le peptide bêta-amyloïde, impliqué dans, plusieurs pathologies neurodégénératives. Mais il y a bien sûr plein d'autres cas. Ceci est juste quelques exemples. En agroalimentaire, vous avez vu, pour ceux qui ont fait le TD en autonomie en distanciel, j'ai évoqué, une enzyme, par exemple la lactase. Il peut être intéressant d'être capable de la purifier pour pouvoir l'ajouter, à du lait pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Dans les compléments alimentaires, il peut être aussi intéressant d'être capable d'avoir pu, purifier certains peptides ou certaines protéines pour pouvoir les ajouter. Bien sûr, après, il existe de nombreuses autres applications, comme, des applications, antisportives, qu'on a pu retrouver dans le dopage avec des gens qui, se faisaient, injecter de l'EPO, donc qui est une hormone, donc qui est une protéine et qui permettait donc, d'augmenter les performances, des athlètes. Après, en cosmétique, bien sûr, il existe énormément d'autres applications. En cosmétique, je parle bien en cosmétique, mais en fait, des fois juste en choses, de franfreluche. Vous pouvez, par exemple, manger du collagène, c'est peut être rassurant, disons. Donc ça, c'est juste une petite aparté. Une petite aparté sur les protéines. Vous avez peut-être vu déjà un certain nombre de protéines. C'est vrai que les protéines, ont souvent enfin, peuvent avoir des noms un petit peu originaux, un petit peu même, marrants. Vous voyez ici une protéine qui s'appelle Bambi, une autre qui s'appelle, Spock. Bien sûr, il y a aussi la Pikachourine, Sonic Hedgehog, Bazooka. Donc vous verrez à travers les noms des protéines, comme les noms des gènes, un petit peu, d'inventivité, dans la nomenclature. Donc il y a pas de nomenclature, fixe, pour ces protéines, hein. Par contre, une fois qu'elle est nommée, ouais, il y a des gens qui s'amusent effectivement, après des années de recherche, hein, si on peut trouver un nom rigolo, c'est plus simple. Alors passons vraiment au cœur de notre propos aujourd'hui. Heu, ouais, cornemuse, c'est pas mal aussi, ouais. Pour, la purification des protéines, on se retrouve avec des cellules qui contiennent en général, une grande diversité protéique, environ peut-être plus de 1000 protéines différentes par cellule. Alors je vous rappelle, hein, le génome, est capable contient le génome humain par exemple, vous avez environ, allez, autour de 20 000 gènes qui codent pour une très grande diversité de protéines. Vous pouvez coder, plus de 100 000, protéines différentes, mais dans une cellule, vous n'aurez pas toutes les protéines qui seront présentes. Il y aura un panel de protéines qui sera présente en fonction, bah, de la nature de la cellule, de la fonction de la cellule. Et donc, on table en moyenne sur environ 1000 protéines différentes par cellule. Donc, ce qui est énorme, hein, quand vous vous intéressez à une ou deux protéines. Chacune d'entre elles est en général en faible abondance. Et donc, il va falloir être capable de la détecter, de la purifier. Bien sûr, on va se reposer sur les propriétés physico-chimiques de ces protéines et donc on va évoquer, ces propriétés pour, dans les différentes techniques de purification, solubilité, taille, point isoélectrique, charge, hydrophobicité, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc on va se baser sur ces propriétés pour pouvoir, les purifier. Je rappelle, hein, le diaporama est disponible sur Moodle. Toutes les diapositives que je vous montre aujourd'hui sont sur le Moodle. Donc ne vous cassez pas la tête à tout réécrire. Notez vraiment que les points, d'explication que je vais rajouter, à ces diapositives.
Donc voici la trame que nous allons suivre dans ce cours. Nous allons étudier les différentes étapes qui sont mentionnées ici: extraction, centrifugation, précipitation, chromatographie, électrophorèse, concentration et dialyse. On va faire ces différentes étapes à partir de quoi? Bien, à partir de protéines qui seront soit dans des cultures cellulaires, dans des tissus, dans des végétaux, dans des tissus animaux, dans des végétaux. Il s'agira soit de protéines dites endogènes. On parle de protéines endogènes quand la protéine est déjà présente dans l'organisme étudié, la cellule étudiée, au niveau du tissu étudié, du végétal étudié. C'est ce qu'on appelle les protéines endogènes. Mais comme on l'a vu avec le cours précédent, on est capable de synthétiser en grande quantité des protéines qu'on appelle dites recombinantes à l'aide de vecteurs d'expression, comme on l'a vu, vous l'avez revu avec Aurore Ingeval. Et donc, dans ce cas-là, on va faire produire en grande quantité des protéines dans une culture cellulaire haute. Mais ça peut être aussi un organisme entier. Les organismes qu'on appelle transgéniques vont produire des protéines en très grande quantité. Et ces protéines sont des protéines recombinantes, c'est-à-dire des protéines qui naturellement n'étaient pas présentes dans ces cellules, mais qu'on a fait produire en grande quantité grâce à de l'ADN recombinant. Donc ça, c'est le matériel de départ. Donc on se retrouve avec des cellules, des tissus, et il faut d'abord, comme d'habitude, extraire les protéines. Extraire les protéines, ça va être dans un premier temps, vous le voyez, liser les cellules ou broyer les tissus, quand ces cellules sont organisées en tissus. Les techniques, cette première étape, sont très très proches de ce que nous avons déjà vu pour les acides nucléiques. Tout tient dans cette diapositive-là. Dans cette diapositive-là, vous retrouvez que des choses que nous avons déjà vues. Pour liser des cellules, pour casser donc les membranes, les parois des cellules, donc je parle de parois, on va avoir affaire à des cellules végétales ou à certaines bactéries. Sinon, pour les cellules animales, vous avez affaire normalement qu'à des membranes plasmiques. Il y a plusieurs moyens, donc la lise physique, on l'a vu, par exemple la sonication, qui est l'application d'ultrasons et non pas de piquants, de hérissons, comme certains me l'ont mentionné au CC. Réponse scandaleuse. On peut aussi faire un broyage mécanique des cellules avec la presse de French, comme on l'avait vu pour l'acide nucléique, ou avec des billes de verre. La lise chimique, exactement même principe, déjà vu. Lise enzymatique, déjà vu aussi pour les acides nucléiques. Donc, ça, c'est quand les protéines sont à l'intérieur des cellules. Ce n'est pas la sonification, non, c'est la sonication. Ça s'appelle la sonication. On parle de sonication. Ça, c'est quand les protéines sont à l'intérieur des cellules. Vous savez que certaines protéines sont sécrétées, c'est-à-dire qu'elles sont produites par les cellules, puis transportées dans le milieu extracellulaire par différents moyens de signalisation que vous verrez plus tard, par différents moyens de transport que vous verrez plus tard, ou que vous avez déjà vu en BI 202. Et donc, dans ce cas-là, les protéines sont excrétées. Et donc, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de casser les cellules, de casser les membranes cellulaires, il faut juste collecter en fait le milieu de culture. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de lise cellulaire, on récupère le milieu de culture puisque la protéine est excrétée, est produite dans le milieu de culture. Donc là, on travaillera avec le milieu qui entoure les cellules, on appellera globalement le milieu extracellulaire. Donc, vous voyez la partie extraction, on est allé assez vite, c'est que des rappels de ce que nous avons vu par ailleurs. Maintenant, on va insister sur l'étape et l'étape de centrifugation. Alors, cette étape-là, c'est l'inverse. Dans le cours sur les acides nucléiques, j'avais mentionné la technique de centrifugation et je vous avais dit, c'est pas grave, je ne vous détaille pas ça, on verra ça plutôt avec les protéines. Donc ça, c'est une partie que je vais détailler surtout aujourd'hui. Et bien sûr, je vous renvoie après au cours sur les acides nucléiques, puisque les techniques sont sensibles, enfin en tout cas les principes des techniques sont les mêmes que ceux que je vais expliquer aujourd'hui pour les protéines. Donc, n'oubliez pas de revenir vers votre cours sur les acides nucléiques à la lumière de ce cours-là. Donc, cette étape dite de centrifugation et de précipitation ensuite. La centrifugation, vous vous doutez bien, c'est l'utilisation d'une centrifugeuse. Dans une centrifugeuse, il y a un rotor. Le rotor, c'est la partie mobile, c'est ce qui va tourner.
et les tubes vont être positionnés au niveau à côté de ce rotor et donc vont, être soumis à la force centrifuge. Quand, vous êtes, dans un tube qui est accroché à un rotor de centrifugeuse, vous êtes soumis à différentes forces. À la force gravitationnelle qui vous attire vers le sol, la masse de la particule, qui est un deuxième paramètre important, la vitesse de déplacement de la particule, à la différence de densité particule et solvant. Si votre molécule qui est dans votre tube lors de la centrifugation est dans un milieu comme de l'eau ou dans un milieu beaucoup plus dense, une solution concentrée en sucrose. Le sucrose, c'est le saccharose. Donc imaginez une solution très, très dense, eh bien, la molécule ne va pas se déplacer de la même manière. Donc suivant la densité de, la solution dans laquelle est votre molécule, eh bien, la vitesse de déplacement ne sera pas la même. Donc cette densité est importante. Et enfin, la friction avec le milieu est également importante, c'est-à-dire les forces qui vont s'exercer directement entre, vos molécules qui vont être centrifugées et les autres molécules, de la solution. Donc, force gravitationnelle, masse de votre particule, différence de densité entre la molécule et votre solvant, friction du milieu. Ces paramètres sont importants pour la vitesse de déplacement des molécules. La vitesse de déplacement des molécules ou des particules, hein, ici dans ce qui suit, c'est en fait dx sur dt. Dx sur dt, c'est cette vitesse de déplacement des molécules. Donc, ce que je viens d'évoquer, eh bien, sont les paramètres qui vont influencer sur dx sur dt. Au cours d'une centrifugation, on va déterminer ce qu'on appelle le coefficient de sédimentation. Le coefficient de sédimentation, qui s'appelle S, eh bien, il dépend de la vitesse de déplacement de votre particule, mais il dépend également de 2 autres paramètres, qui sont la vitesse du rotor, donc la vitesse à laquelle tourne le rotor. Là, vous vous en doutez bien, au plus ça va tourner vite, au plus là, ça va sédimenter vite. Et aussi, pardon, enfin ça va sédimenter, pardon, d'une certaine manière. Et aussi, ça va dépendre de la distance, à l'axe, au centre de rotation. Donc R, c'est la distance entre la particule et le centre de rotation. Donc, la sédimentation est donc proportionnelle au carré de la vitesse du rotor et au rayon de l'axe de sédimentation. Donc, le coefficient de sédimentation est déterminé par ces paramètres-là. Ce coefficient de sédimentation, vous le voyez ici en axe des abscisses dans ce graphique. Le coefficient de sédimentation, vous voyez que de lui va dépendre la densité, enfin, on va le faire différemment, la densité de vos molécules, pardon, et ce coefficient de sédimentation vont vous permettre de discriminer, vous voyez ici, différents types, de molécules ou de structures subcellulaires, comme ici les chloroplastes ou les mitochondries, donc les organelles. Donc là, vous avez juste la distribution en fonction de leur densité, et leur coefficient de sédimentation de différents types de molécules ou de différentes organelles. L'unité pour le coefficient de sédimentation, c'est le Svedberg. Vous avez déjà vu ce Svedberg puisque vous savez qu'il existe par exemple l'ARN5S ou la RN 5.5S, etc., qui sont les ARN ribosomaux. Ces ARN ribosomaux, vous voyez, ils sont donc mentionnés, ils ont été distingués en fonction de leur coefficient de sédimentation. Donc ça, c'est juste une diapositive qui reprend un grand nombre de paramètres importants lors de la centrifugation. Je vous rassure, on ne veut pas du tout faire de calcul, c'est juste pour que vous soyez capable de prendre en compte les différents paramètres dans vos analyses futures. Deuxième point important, une deuxième notion théorique importante avant de parler plus en détail de ces centrifugations, c'est la notion d'équilibre de sédimentation. Alors, cette notion d'équilibre de sédimentation, on va l'illustrer tout à l'heure, parce qu'on va travailler avec des molécules qui seront dans des solutions qui présentent un gradient de densité. Donc, imaginez que ici vous avez un tube qui contient une solution présentant un gradient de densité. Autrement dit, au fond du tube, vous avez une densité élevée et au plus vous allez vers la surface du tube, vous avez une densité faible. Quand vous mettez un échantillon sur ce tube, donc là, vous avez votre échantillon que vous déposez sur ce tube, les molécules
quand vous allez les centrifuger, elles vont migrer dans ce gradient. Elles vont avancer dans ce gradient sous l'effet des différentes forces qu'on vient d'évoquer. La principale force qui va engendrer la migration des molécules ici, c'est la force de gravitation au cours de la centrifugation. Donc, vos molécules, sous l'effet de cette force de centrifugation, vont migrer vers les zones de plus grande densité. Cependant, si ici il y a une faible densité et ici il y a une forte densité, quand on dit forte densité, imaginez des molécules, il y en a beaucoup ici par exemple, des molécules de solvant, ici. Au plus vos molécules vont avancer, au plus elles vont se retrouver confrontées à plein d'autres molécules, puisque c'est de plus en plus dense. Donc au plus le frottement va être important. Le frottement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir finalement la migration de vos molécules. Il va ralentir le fait qu'elles aillent vers le fond du tube. Donc, à cette force centrifuge, à cette force pardon, donc de gravitationnelle, va s'opposer une force dite de frottement. Vous voyez ici en bleu, qui est symbolisée ici en bleu, et qui donc est dépendante de la viscosité du milieu, de la densité du milieu dans laquelle évolue votre molécule. Donc, ce qui va se passer au bout d'un certain temps, c'est que lorsque les deux forces vont s'équilibrer, la force gravitationnelle et la force ici qui est due au frottement avec les autres molécules, bien, vos molécules vont s'arrêter de migrer. Elles vont s'arrêter d'aller vers le fond du tube. Quand ces deux forces sont équivalentes, eh bien, on parle d'équilibre de sédimentation. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que vous voyez, toutes les molécules ne vont pas aller vers le fond du tube quand il y a un gradient de densité dans le milieu. Je parle de solutions où il y a un gradient de densité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un gradient préétabli de densité dans votre tube. On va revoir les exemples après concrets ensuite. Hein. Vos molécules, elles vont s'arrêter finalement à une certaine distance de migration qui correspondra à leur équilibre de sédimentation et plus exactement, s'arrêteront de migrer quand elles seront dans une densité qui est équivalente à la leur. Alors, ouais, FD, ça correspond ici à une force de frottement qui ralentit la migration de vos molécules. Ouais, tout à fait. C'est l'équivalent ici de la force de frottement. Qu'on fait pour créer ces gradients, c'est qu'on rajoute des molécules qui sont mentionnées ici, du dextran, du ficol, mais j'ai mentionné aussi du sucrose, qui s'appelle le saccharose en français, un sucre, donc qui permettent de créer ces gradients. On va voir ça dans la suite. Donc gardez ça en tête, cette notion d'équilibre de sédimentation. Alors, ce qu'on vient de voir, c'était juste des notions théoriques qui expliquent la migration plus ou moins loin des molécules au cours d'une centrifugation. Maintenant, on va voir concrètement 3 méthodes de centrifugation distinctes. Celle qu'on va appeler la centrifugation différentielle, celle qu'on va appeler la centrifugation sur gradient de densité, qui va s'appeler une centrifugation isotechnique, celle qui va s'appeler la centrifugation sur gradient de densité, qu'on va appeler zonale. Donc là, c'est juste pour vous mentionner ces 3 types de centrifugation. On va les détailler maintenant chacune d'entre elles. Je vais commencer par la centrifugation différentielle. Donc, je ne m'attarde pas plus sur les schémas, vous allez voir qu'on les reprend dans ce qui suit. Donc, je commence par la centrifugation différentielle. La centrifugation différentielle, c'est quoi? C'est une succession de centrifugations, vous voyez, à vitesse de plus en plus élevée. Donc, on fait une succession de centrifugations à vitesse de plus en plus élevée. Vous voyez ici 20 000 G, 100 000 G, 150 000 G. Les G, c'est la vitesse de centrifugation. La vitesse, si vous voulez, de rotation du rotor. Alors, premier point sur cette centrifugation différentielle, c'est une succession de centrifugations à vitesse croissante. Premier point. Deuxième point, à l'état initial, votre solution homogène. Vous voyez, vous avez mélangé votre solution. La solution de départ est homogène. Il n'y a pas de gradient du solvant. Il n'y a pas de gradient dans le tube. Vous avez une solution homogène initialement. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait pour homogénéiser une solution? Comment ça s'appelle cette petite machine qu'on utilise en TP pour homogénéiser une solution?
vortex, ouais, très bien. On vortexe la solution, l'homogénéise et ensuite on va la centrifuger. Donc 2 notions pour l'instant, centrifugation à vitesse croissante. Au départ, on a une solution homogène et enfin, troisième élément important, ce qu'on va faire à chaque étape, c'est qu'on va séparer le surnageant du culot. Autrement dit, on va pas enchaîner les centrifugations sans rien faire. À la fin de la première centrifugation, ici, vous voyez, si on récupère ce culot-là, on récupère, par exemple, les noyaux et les débris cellulaires. Si on récupère le surnageant et qu'on le soumet à une nouvelle centrifugation, on va pouvoir cette fois isoler les mitochondries et chloroplastes. Cette fois, je reprends le surnageant, je vais pouvoir, vous voyez, isoler des petites structures membranaires qu'on appelle les microsomes, et cetera, jusqu'à la fin travailler ici sur ce surnageant-là pour être capable d'isoler dans le culot, par exemple, les ribosomes. Donc vous voyez qu'à chaque fois ici, à la fin, entre chaque centrifugation, on distingue un supernatant qui en anglais signifie surnageant, d'un culot. Suivant ce qui nous intéresse, on prendra le surnageant ou le culot. Ça dépendra de ce qu'on veut faire. Alors oui, en souvent, effectivement, vous voyez qu'en plus, la centrifugation dure de plus en plus longtemps. Oui, tout à fait, vous pouvez rajouter ce paramètre-là, plus vite et plus longtemps. Tout à fait, oui. Je ne l'ai pas mentionné, vous avez entièrement raison. Pour une préparation classique de protéines, ce que nous faisons, c'est une première centrifugation. Oui, on peut récupérer, surnageant et culot. Ce qu'il y a, c'est que des fois, suivant votre étude, vous n'êtes pas forcément intéressé par les 2. Mais vous pouvez, tout à fait être intéressé par les 2, hein, ça dépend de l'étude que vous faites. Vous pouvez être intéressé par, par les noyaux, par les mitochondries, ça dépend en fait de ce que vous voulez. À l'issue pour, une préparation protéique classique, donc toute simple, une préparation de protéines, ce qu'on fait, c'est cette première centrifugation, elle est suffisante, elle nous permet de nous débarrasser des débris cellulaires et on récupère dans le surnageant, l'ensemble quasiment de toutes les protéines cytosoliques. Donc dans une préparation simple de protéines, on fait une centrifugation. Cette centrifugation nous permet ici dans le culot d'éliminer tous les débris cellulaires et de récupérer ici en solution les protéines cytosoliques. Ça, c'est la préparation la plus simple de protéines, l'utilisation de cette centrifugation différentielle. C'est vraiment la préparation la plus simple qu'on puisse faire. On rajoutera des centrifugations. Vous voyez, on veut faire ce qu'on appelle du fractionnement subcellulaire, c'est-à-dire qu'on veut distinguer les différents compartiments cellulaires, mitochondries, noyaux, etc., etc. Donc, séparer les constituants de la cellule, c'est faire ce qu'on appelle donc du fractionnement cellulaire. Vous avez un P là-dessus. Donc là, on est sur la première centrifugation, la centrifugation différentielle. Je vais passer à la seconde. La seconde et celle qui suit vont baser sur l'utilisation d'un gradient de densité. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'histoire d'équilibre d'équilibre de gradient. Donc je vais reprendre ces histoires-là. Ici, donc, on est maintenant sur la centrifugation qu'on appelle isotechnique. La centrifugation isotechnique, elle se fait sur un gradient de densité. L'idée est la suivante. Vous avez ici les molécules que vous voulez séparer. Donc là, c'est comme tout à l'heure, vous avez des molécules que vous voulez séparer. Par contre, ce qui n'est pas représenté dans cette figure et qu'il faut garder en tête, c'est que cette fois, il existe un gradient de densité du solvant. C'est-à-dire qu'au fond du tube, il y a une densité élevée, par exemple, en sucrose, et en surface, une densité faible en sucrose. Donc, on est sur un gradient. Donc, c'est un gradient de molécules qui peut être du sucrose. Vous voyez aussi, vous avez ici un gradient de chlorure de césium, CSCl. Ça peut être un autre type de gradient. Donc, on peut faire travailler sur un gradient de sucrose ou un gradient de chlorure de césium. Sucrose, je rappelle que c'est un mot anglais qui signifie saccharose. Hein. La même chose que le sucre que vous mangez. Donc, les molécules, au début, vous voyez, qui nous intéressent, qu'on veut séparer, elles ne sont pas séparées les unes des autres. Vous allez centrifuger. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, chaque molécule va migrer, va se retrouver à la densité qui lui correspond. Autrement dit,
on fait ce qu'on appelle une centrifugation à l'équilibre. À la fin de votre centrifugation, les molécules ont migré dans votre tube en fonction de leur densité, et non pas de leur masse. Ça signifie donc que le gradient de densité, bien dans le gradient de densité, il comprend la densité des molécules que l'on veut séparer. La densité des molécules qu'on veut séparer est incluse dans les valeurs du gradient. Un gradient, ça peut prendre des valeurs très très variables. Là, les valeurs de densité des molécules que vous souhaitez séparer, eh bien, elles sont incluses dans la gamme de gradients de votre solution, c'est-à-dire entre la densité la plus forte de votre solvant et ici la densité la plus faible de votre solvant en haut. Donc, dans ce cas-là, on parle donc de centrifugation à l'équilibre, puisque à la fin de la centrifugation, chaque molécule a migré dans une zone de densité du solvant qui correspond à sa densité à elle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la centrifugation isopycnique. La troisième, enfin, centrifugation, celle qu'on appelle centrifugation sur gradient de densité, encore. Donc centrifugation sur gradient de densité, c'est la deuxième. Cette fois, elle va être dite zonale. Alors, la grande différence avec la précédente, c'est que le gradient de densité qui est présent dans votre tube n'inclut pas forcément la valeur de densité de vos molécules. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il peut y avoir des molécules qui ont une densité supérieure à celle présente dans le gradient ou inférieure. Les valeurs de densité des molécules que l'on souhaite séparer ne sont pas forcément incluses dans le gradient. Et là, vous comprenez assez facilement une chose, c'est que si on centrifuge très longtemps une molécule ou des molécules qui ont des densités supérieures à celles du gradient, elles vont se retrouver au fond. Donc, dans une centrifugation dite zonale, ce que l'on fait, c'est qu'on ne centrifuge pas à l'équilibre, parce qu'il n'y a pas la densité forcément de nos molécules qui est présente sur le gradient, c'est qu'on va centrifuger de manière à séparer les molécules et arrêter la centrifugation avant que celle-ci arrive au fond. Dans cette centrifugation, on ne sépare pas les molécules en fonction de leur densité, mais en fonction de leur masse, de leur taille. Oui, tout à fait. Alors, on va effectivement les particules les plus denses iront vers le fond, les moins denses resteront vers la surface. Ça, c'est vrai. Mais imaginez que, il y ait plusieurs particules denses, très denses. Si vous, centrifugez trop, les plus denses, toutes celles qui sont plus denses que le gradient, elles vont se retrouver au fond. Donc, vous n'allez pas pouvoir les distinguer. C'est pour ça qu'en fait, on dit que cette centrifugation, elle ne va pas se faire à l'équilibre. On va l'arrêter avant que tout soit au fond, ou en tout cas que les plus lourdes aillent au fond. Donc ici, je vous ai mis une petite représentation justement de la différence entre l'isopycnique et la zonale. Tout tient dans l'histoire du gradient au départ. Je vous rappelle que dans l'isopycnique, dans le gradient, donc les différentes valeurs de densité ici de votre solvant, eh bien, vous avez les valeurs des molécules, vous avez les densités des molécules que vous souhaitez séparer qui sont incluses. On dit la densité des molécules que vous souhaitez séparer est incluse dans le gradient. Alors, avec la précédente, non, il n'y a pas besoin de centrifuger plusieurs fois. Alors, vous ne voyez pas l'intérêt pour la centrifugation zonale? Ben, ça peut être intéressant, la centrifugation zonale, quand par exemple, vous ne connaissez pas la densité exacte de vos molécules. Ça peut être important. Voilà, ça peut être la première possibilité. Ensuite, tous les gradients ne sont pas faisables dans un tube. Des gradients, des valeurs, même si vous connaissez la valeur de la densité de vos molécules, il y a des gradients que vous n'arriverez pas à réaliser. Du coup, vous devez faire de la zonale, c'est-à-dire lancer une centrifugation et à un moment, vous arrêtez, vous estimez que les molécules sont assez séparées.
voyez que ici, le temps de centrifugation dans la zonale, quelque chose que vous allez déterminer empiriquement. C'est-à-dire que vous allez faire plusieurs essais et vous allez déterminer celui qui vous permet d'enrichir une fraction dans la molécule qui vous intéresse. Alors, je reprends juste ce schéma. Ici, c'est l'isopycnique et ici, c'est la zonale. Dans les deux cas, il y a un gradient. Vous voyez que dans l'isopycnique, on centrifuge, et lorsqu'on centrifuge assez, chaque molécule est dans le gradient, dans la zone de gradient qui correspond à sa densité. Donc la densité ici est symbolisée par la lettre grecque ρ, l'espèce de déformé qui est là. Le ρ de la particule est égal au ρ du solvant. Donc la densité de votre particule est égale à la densité de cette région-là. Les particules, les petits points gris ici, ont la même densité que cette région-là du gradient. Donc si vous continuez à centrifuger plus longtemps encore, vous faites une centrifugation excessive, ça ne va absolument rien changer. Chaque molécule restera dans sa zone de densité. Ça, c'est la densité isopycnique. Pardon, la centrifugation dite isopycnique. Contre, ici, dans la centrifugation zonale, vous centrifugez. Au bout d'un certain moment, ici, vous voyez, vous séparez bien ces molécules-là. Le problème, c'est que dans cet exemple-là, toutes les particules, même les plus petites qui sont là, elles ont une densité supérieure à celle du gradient. Donc, si vous centrifugez trop, eh bien, à terme, tout le monde va se retrouver au fond du tube et vous n'aurez séparé personne. Alors, comment on s'arrête quand on s'arrête, comment savoir que le résultat est bon? C'est une très bonne question. Et en fait, c'est toutes les analyses que vous allez faire après. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on récupère chaque fraction. Après, on récupère cette région-là, on récupère cette région-là, on récupère cette région-là, et on va regarder dans ces régions s'il y a la protéine, là où les protéines qui nous intéressent, là où les molécules qui nous intéressent. Et donc, ce que je vous disais, effectivement, ici, c'est de manière très empirique qu'on va déterminer le temps de centrifugation. Oui, là, on veut juste séparer les différentes particules. Ouais, là, l'objectif, c'est de séparer les particules avec cette centrifugation. C'est la première étape de la purification des différents éléments subcellulaires et ou des protéines, c'est de pouvoir séparer les molécules. Tout à fait. Donc voilà pour ces types de centrifugation. Alors après, il y a plusieurs autres éléments qui vont être applicables à ces différents types de centrifugation. On peut travailler sur des gradients de densité qui sont continus ou discontinus. Dans un gradient continu, vous voyez qu'on passe par à peu près toutes les valeurs de densité, alors que dans un gradient discontinu, ici, vous allez avoir du 5 grammes par centimètre cube, ici du 10, du 20, etc. Vous allez avoir des valeurs éloignées. Vous n'allez pas avoir un continuum de densité. Donc, suivant les types de gradients, on applique ça à différents types de purification. Ici, c'est pour les macromolécules en général. Pour les organismes subcellulaires, on va plutôt, en général, utiliser des gradients discontinus. Pareil pour purifier les virus. Et enfin, un dernier élément sur ces gradients, je l'ai déjà un peu mentionné. Les gradients, ils sont composés donc, de différentes molécules. Par exemple, du chlorure de césium. Là, je vous renvoie au cours sur les acides nucléiques, mais c'est assez coûteux. Pour les protéines, on va utiliser par exemple du saccharose ou du ficol. Et les deux autres molécules qu'on peut utiliser pour faire ces gradients-là. Des molécules qui ont des effets sur les molécules qui nous intéressent, qui sont inertes, qui ont la capacité donc d'être facilement manipulables pour réaliser ces gradients. Donc ça, c'est les noms des molécules utilisées pour fabriquer les gradients. Excusez-moi, monsieur. Dites-moi. Tant qu'on est encore sur les gradients, je sais qu'on vous avait déjà posé la question au premier CM, où Oui. justement où il y avait le gradient de chlorure de césium, mais on sait jamais. Allez-y. En ce qui concerne les gradients, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des gradients de densité avec une seule entité chimique, alors qu'on Ouais. pourrait faire des gradients avec plusieurs entités qui auront elles-mêmes des densités différentes naturellement? Et pourquoi est-ce que une seule entité va avoir une densité différente dans le même tube à essai, alors qu'elle devrait s'homogénéiser justement? C'est justement la propriété de ces molécules. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, la vraie question, c'est ça. C'est pourquoi, quand on centrifuge, ça ne s'homogénéise pas en fait, avec ces molécules, c'est ça?
Oui, bah après, La seule. c'est pas comme un vortex, mais oui. Donc, c'est parce que on n'a pas vu ensemble comment est-ce qu'on fabriquait les gradients. En fait, ce qui va se passer, vous fabriquez un gradient, c'est que vous allez d'abord poser au fond la concentration la plus élevée, ensuite une concentration un peu plus faible, ici une concentration un peu plus faible, etc., etc. Et l'état de ces molécules, c'est-à-dire que c'est des molécules qui sont en solution, qui vont rester en masse, le fait de centrifuger ne va pas pousser toutes les molécules vers le fond. Après, vous centrifugez dans des conditions qui aussi évitent cela. C'est-à-dire que suivant le gradient, les vitesses de centrifugation que vous utilisez sont connues empiriquement pour ne pas entraîner toutes les molécules vers le fond. Donc, la première partie de la réponse, c'est que c'est vous qui mettez d'abord le plus de molécules au fond, qui créent en fait, si vous voulez, ces différents étages. Rien qu'en les créant vous-même, ces différents étages, de manière un petit peu artificielle, si vous voulez, c'est vous qui créez une barrière entre les molécules, plus concentrées, de moins en moins concentrées. Et le deuxième élément de réponse, c'est que ces conditions de vitesse de centrifugation ne permettent pas ici, aux quelques molécules qui sont là, de pénétrer tout le reste du gradient et d'arriver au fond. Ok, C'est les deux éléments de réponse que je peux vous faire. Après, suivant les molécules, les vitesses sont à adapter et les gradients, bien sûr, se font. Alors, vous pouvez acheter des gradients déjà tout faits, hein, déjà tout fait, et vous pouvez aussi. En fait, il faut imaginer en fait ces gradients comme des filtres de molécules qui ne vont pas bouger. Les molécules sont telles, ont des interactions entre elles, telles que la centrifugation ne va pas affecter leur mobilité au cours de la centrifugation. Elles vont rester comme vous les avez disposées. ok, d'accord. C'est vous qui créez cet échafaudage de molécules. L'explication correcte et profonde de ce phénomène, elle est dans de la physique des molécules, plus que dans de la biochimie, hein. Il faut voir après les interactions locales que font les molécules entre elles, mais c'est complètement hors de notre propos. Ce que je vous demande juste de retenir, c'est que ce gradient, quand vous le formez, ben, les molécules ne bougent pas. Il en reste une grosse densité au fond, et à la surface, il en restera quelques-unes seulement, avec tous les états intermédiaires. Alors, je reviens sur la centrifugation zonale. Ici, donc l'idée, c'est qu'il y a un gradient. Et l'idée, c'est que dans ce gradient n'inclut pas la densité des molécules qui nous intéressent. Autrement dit, les molécules qui nous intéressent sont en général beaucoup plus lourdes, enfin, ont une densité bien supérieure que celle présente dans le gradient. Et donc, à terme, si vous voulez centrifuger à fond, en très longtemps, ben, elles vont toutes se retrouver au fond. Vous voyez que finalement, la centrifugation zonale, elle a pour principe de ralentir la migration des molécules en fonction de leur densité, donc de les séparer selon que vous centrifugez un certain temps. En centrifugeant plus longtemps, vous perdez cet effet que tout le monde se retrouve au fond. Donc c'est en fait une séparation entre guillemets temporaire des molécules, qu'une centrifugation plus longue ramène tout le monde au fond. Dans ce cas-là, ce qui est important, c'est là, hein, c'est ce qui est écrit ici, densité des particules est supérieure à celle du gradient. Alors, des centrifugeuses, vous en avez déjà vu, vous en reverrez. Alors, ça peut ressembler à ça. Vous avez vu des rotors très différents. Je ne vais pas vous faire un cours sur les centrifugeuses à proprement parler aujourd'hui. Euh, oui, la centrifugation zonale, ce qui est important, c'est le temps de centrifugation, tout à fait. Ouais, c'est très important. Alors bien sûr, la vitesse aussi, hein. En jouant sur la vitesse, on peut faire en sorte que ça pénètre plus ou moins rapidement, hein. Donc il y a les deux, hein. C'est comme tous les paramètres qu'on a vus au départ, hein. Ça va être le temps et la vitesse principalement de centrifugation. Alors ici, vous avez une centrifuge qui était mal équilibrée. Vous voyez qu'il y a eu un petit souci. Alors, c'est juste pour insister sur un point, parce que vous êtes amené à manipuler les centrifugeuses. Si le plus important quand vous centrifugez vos échantillons, c'est d'équilibrer votre rotor. Ici, vous imaginez un rotor avec un axe de rotation qui est central, qui serait ici au milieu du cercle. Ça, c'est vos tubes qui sont disposés autour. Quand c'est comme ceci, quand c'est disposé comme ceci, ce qui est le cas de beaucoup de centrifugeuses que vous allez manipuler, même s'il y a d'autres possibilités, il faut toujours que de part et d'autre
de cet axe, de ce centre de rotation, donc diamétralement opposé, vous ayez des masses équivalentes. On dit ce tube-là doit avoir la même masse que ce tube-là. Celui-ci, celui-ci, celui-ci que celui-ci. C'est ça, équilibrer une centrifugeuse. Ça, c'est très important quand vous centrifugez. Si vous n'équilibrez pas votre centrifugeuse, c'est-à-dire vos échantillons dans la centrifugeuse, si ici vous mettez un tube vide, alors que ici vous avez 1 millilitre d'un composé X ou Y, eh bien, elle n'est pas équilibrée et vous allez l'entendre très très rapidement quand vous allez lancer votre centrifugeuse, elle va faire un bruit anormal. Et bon, ça, vous verrez au fur et à mesure avec la pratique. Oui, alors ça fait un bruit d'enfer, ça use l'appareil et ça peut même le casser, ouais, tout à fait. Abîme l'axe de rotation et ça peut abîmer après drastiquement, comme on l'a vu sur la photo, la centrifugeuse. Pour les centrifugations qui sont à accélération élevée, donc on est au-delà de 100 000 G. En fait, on n'utilise pas une centrifugeuse classique. Oh non, 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 pas comme pour les vortex. Vous vortexez quelque chose, vous équilibrez rien du tout. Un vortex, c'est vous posez un tube sur une espèce de bout de caoutchouc qui vibre et c'est absolument pas une centrifugation. Donc là, il n'y a pas d'équilibre. Vous n'équilibrez rien du tout avec un vortex, attention, hein. Le vortex, c'est tube par tube et vous n'équilibrez rien du tout avec un vortex. Donc, la vitesse de centrifugation est très élevée, donc au-delà de 100 000 G. On travaille à température réfrigérée et la rotation, elle se fait dans le vide. Et dans ce cas-là, en fait, on parle d'ultracentrifugation. Donc, vous n'avez pas une centrifugeuse dans ces cas-là, vous avez ce qu'on appelle une ultracentrifugeuse. Vous verrez ça plus tard, c'est des centrifugeuses qui sont beaucoup plus grosses. Et pour faire le vide, elles sont lestées, elles sont énormes. Et donc, c'est ce qu'on appelle une ultracentrifugation. Donc, retenez, on passe à l'ultracentrifugation quand on est au-delà de 100 000 G. Dans ce cas-là, la température est réfrigérée à l'intérieur, forcément, et on a une rotation de votre rotor dans le vide. Le vide avant de faire tourner vos échantillons. C'est pour permettre de limiter l'échauffement. Donc ça, c'est la notion d'ultracentrifugation. Donc, je viens de vous illustrer donc, cette notion de centrifugation. Maintenant, je vais vous parler de la partie précipitation. Vous allez retrouver des choses qu'on a déjà vues. La solubilité des protéines dépend donc de deux paramètres principaux, la concentration en sel et le pH. La concentration en sel, on l'a déjà beaucoup vu avec les acides nucléiques. L'idée est résumée dans ce petit graphique. Donc, représente la concentration en sel de la solution et la solubilité des protéines en fonction de cette concentration en sel. Et que la solubilité des protéines va augmenter avec l'augmentation de la concentration en sel. Autrement dit, les protéines elles vont pouvoir avoir de plus en plus de molécules de sel qui peuvent être autour, donc les entourer et les rendre solubles, augmenter leur solubilité. Quand on fait ça, quand on fait une solubilisation saline, autrement dit, quand la concentration en sel permet de faciliter la solubilisation des protéines, on fait ce qu'on appelle un salting in. Salt, en anglais, c'est sel. Donc, on fait un salting in. Au bout d'un moment, la concentration en sel, elle va être délétère pour la solubilité. C'est-à-dire que si vous ajoutez trop de sel, eh bien, il va se passer l'inverse. Vos molécules vont plus du tout interagir avec les sels. Elles vont au contraire avoir tendance à s'agréger les unes aux autres. Dans ce cas-là, vous faites au contraire une précipitation de vos protéines. Ça, c'est ce qu'on appelle un salting out. Vous voyez, les sels vis-à-vis de la solubilité des protéines, eh bien, il n'y a pas d'effet a priori, ça dépend de la concentration en sel. Et donc là, de la même manière, il a été déterminé des concentrations en sel optimales pour la solubilité de certaines protéines et des concentrations optimales pour leur précipitation. Le sel le plus utilisé dans la préparation des protéines, eh bien, c'est ce qu'on appelle le sulfate d'ammonium, qui vous donne des ions SO4- et NH4+. Donc, une forte concentration en sulfate d'ammonium va vous permettre donc de précipiter vos protéines. Vous allez en fait accentuer grâce à une petite centrifugation ensuite. Ça va vous permettre donc d'améliorer cette précipitation de vos protéines qui vont se retrouver au fond du tube. Donc là, c'est l'effet de la concentration en sel. Ce qui est très important, c'est cette idée que ça peut solubiliser ou au contraire faire précipiter. Ça dépend de cette concentration en sel. Le deuxième point important, ça va être l'effet du pH.
Pour l'effet du pH, je vous renvoie vers le corpus de Béissant, où vous avez vu en long, en large et en travers l'effet du pH sur la charge d'une protéine. Autrement dit, ici, vous avez un axe des pH. Ici, vous avez la charge de la protéine. Vous savez qu'il existe un pH pour lequel la charge de la protéine est nulle. On appelle le point isoélectrique. Donc, le point isoélectrique, c'est la valeur de pH pour laquelle la charge globale de la protéine est nulle. Si le pH est plus faible, on diminue, donc est plus faible que ce point isoélectrique, la charge globalement de votre protéine va augmenter positivement, alors que si le pH est plus supérieur au pHi, donc au point isoélectrique, eh bien, au pH isoélectrique, eh bien, vous aurez une augmentation de charge négative de votre protéine. Donc ça, je vous renvoie, si ça vous semble compliqué ce que je suis en train d'expliquer là, relisez en détail le corpus de Béissant qui porte dans un de ses chapitres là-dessus. Donc ça, c'est très important. Le pH influence la charge d'une protéine. Et donc, si le pH influence la charge, vous vous doutez bien qu'il existe aussi un rapport entre cette solubilité et ce pH. Donc, il existe une précipitation qu'on appelle la précipitation isoélectrique, qui a pour principe la chose suivante. Alors ici, on va prendre l'exemple, on va prendre juste une des courbes, la courbe qui est faite à 0,001 molaire. Vous voyez que ici, on a sur l'axe des abscisses le pH et l'axe des ordonnées la solubilité. Vous voyez que ici, la solubilité est très faible à cette valeur de pH. Autrement dit, donc la solubilité ici est le plus faible à cette valeur de pH. Autrement dit, il faudrait se mettre dans ces conditions de pH et de salinité pour faire précipiter votre protéine. Si le pH augmente, la protéine redevient très soluble. Si le pH diminue, la protéine redevient très soluble. Donc, ça, c'est vrai, vous voyez, dans des conditions de salinité particulières. À 0,005 molaire, vous voyez que la solubilité eh bien, sera à peu près à la même valeur de pH, mais elle va être diminuée. Pardon, augmentée dans ce cas-là, excusez-moi. Être augmentée dans ce cas-là. Donc là, ce graphique, si on regarde juste une des courbes, ça met en évidence l'effet du pH sur la solubilité. Les différentes courbes font le parallèle avec ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'effet aussi de la salinité, qui ici est croissante. Vous voyez, augmente la solubilité de votre protéine. En l'augmentant encore, eh bien, cette solubilité, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a des grandes chances qu'après, elle décroisse. Donc là, vous avez un effet du pH sur la solubilité. Vous voyez qu'il existe une valeur de pH qui, en fait, correspond au pHi, pour lequel la solubilité de la protéine est moindre. Elle ne présente donc de charge. Donc, quand on utilise cette propriété-là, on fait ce qu'on appelle une précipitation isoélectrique. Donc, en général, on va jouer sur les deux paramètres, le pH et la salinité. On en vient maintenant à la deuxième grosse partie en fait, de ce cours, qui est la partie des chromatographies, qui sont ensuite utilisées pour purifier vos protéines. Alors, cette partie chromatographie, il y a des choses qu'on a déjà vues, donc sur lesquelles je vais aller assez vite, parce que c'est le même principe que ce qui a été vu avec les acides nucléiques, et il y a des choses nouvelles. Chromatographie, qu'on a déjà beaucoup vu ensemble, c'est qu'on utilise principalement, nous, des chromatographies dites en colonne, sur colonne. Lors d'une chromatographie, on a ce qu'on appelle une phase mobile, qui contient les composés à séparer, qui est en suspension dans un éluant ou un solvant, dans un liquide. Donc, c'est la phase mobile. La phase mobile, elle contient les composés que vous souhaitez séparer. Et la colonne, elle contient un support poreux, donc ça peut être des petites billes par exemple, qu'on appelle la phase stationnaire. Donc, on va passer la phase mobile sur la phase stationnaire. La phase mobile va être en mise en présence de la phase stationnaire. Et il va se passer des choses entre cette phase mobile et la phase stationnaire. Si bien que la phase stationnaire, elle va ralentir plus ou moins les molécules de la phase mobile,
Mais on va voir que dans certains cas, elles peuvent même les fixer, ces molécules. Donc, soit elles ralentissent plus ou moins la phase mobile, soit elles fixent des éléments de cette phase mobile. Ça, c'est quelque chose de très général sur les chromatographies. Là, vous avez en dessous un schéma très récapitulatif des différents types de chromatographie qu'on va voir ensemble. Je ne vais pas vous expliquer ce schéma-là. Je vous laisserai y revenir après avoir bien appris le cours, essayer de comprendre ce qui est représenté. Vous allez voir qu'on va reprendre chaque cas individuellement. Juste encore un petit mot général sur les chromatographies. On vient de parler de la colonne, donc les chromatographies en colonne qui contiennent la phase stationnaire. Donc des colonnes, ça ressemble à quoi? Ça peut ressembler à des grandes tiges ici verticales, comme vous voyez ici, mais ça peut être aussi des tout petits, ça peut être de la taille d'un petit tube de 1,5 millilitres, et c'est toutes petites, ça peut être tout petit une colonne. Et donc c'est raccroché à quoi? Eh bien, à une pompe qui va faire passer un solvant, un détecteur qui va déterminer dans chaque fraction ce qu'il y a. Hein, vous n'êtes pas forcément en train d'analyser vous-même tube par tube. Donc la colonne, en général, est reliée à un système qui fait passer le solvant pour faire passer la phase stationnaire, la charger, la laver, l'éluer et relaver la colonne. Un détecteur qui va analyser le contenu de chaque fraction qui est passée sur la colonne. Pardon. Alors, tout d'abord, ce qu'on appelle la gel filtration ou la filtration par gel. Alors, on va rester sur ce terme de gel filtration qui est anglicisé. Et en fait, porte plusieurs noms. On parle aussi de chromatographie d'exclusion ou de tamisage moléculaire, donc, ou enfin de filtration sur gel. Attention, faites gaffe, c'est pas un gel d'agarose, c'est pas un gel d'acrylamide. C'est pour ça que je ne sais pas trop quand il y a le mot gel. Bon. On parle de chromatographie d'exclusion ou de tamisage moléculaire. Dans ce cas-là, la chromatographie, la phase stationnaire, elle est composée de quoi? Elle est composée de petites particules sphériques, qui sont représentées ici, qui, vous le voyez, ont des micropores, ont plein de petits pores. Ce qui se passe, c'est que les particules de petite taille peuvent rentrer dans les particules sphériques. Donc, leur parcours dans la colonne va être allongé parce qu'elles peuvent rentrer dans les particules et circuler à l'intérieur. Les grosses particules, qui sont symbolisées ici par les molécules rouges, elles ne vont pas pouvoir rentrer dans les petites billes, dans les composés sphériques. Autrement dit, ce qui va être élué en premier, ou qui va sortir de la colonne en premier, c'est les petites ou les grosses particules. Les grosses. Ouais, les grosses, tout à fait. Hein. Les grosses particules vont être éliminées de la colonne en premier. Donc les plus petites, elles, vont passer plus de temps dans la colonne, donc vont être éluées à la suite. Donc, ça va vous permettre de distinguer, en fonction de leur taille, les molécules. Ça, c'est le principe général de la filtration sur gel, qu'on appelle en fait chromatographie d'exclusion, c'est un peu plus joli, chromatographie d'exclusion, en fonction de votre taille du coup, ou tamisage moléculaire. Il existe, vous voyez ici, alors ça c'est juste quelque chose issu d'un catalogue, vous voyez plein de noms ici de chromatographie d'exclusion en fonction de la phase stationnaire, qui vous permettent, vous voyez, de récupérer, discriminer, pardon, des différentes gammes de molécules en fonction de leur taille. Donc, vous voyez, ça vous donne à chaque fois la gamme de molécules qui peut être discriminée. Une molécule, par exemple, pour la première, entre 10 puissance 2, qui ont un diamètre entre 10 puissance 2 et 10 puissance 4, vont pouvoir facilement être séparées sur celle-là, et ainsi de suite avec les autres colonnes. Donc, à chaque fois, vous avez différents types de colonnes. Les grosses sortent en premier parce qu'elles ne peuvent pas rentrer dans les petites billes. Du coup, si elles ne peuvent pas rentrer dans les petites billes, elles vont rester dans le liquide qui est autour des billes. Et donc, elles vont être éluées en premier. Alors que les petites, elles, vont avoir une trajectoire allongée parce qu'elles vont pouvoir aller dans tous les petits trous qui sont dans la bille. Et donc, elles vont être éluées plus tardivement que les grosses. Maintenant, chromatographie d'interaction hydrophobe. Alors, on a appelé notre premier cours sur les acides nucléiques chromatographie d'adsorption. Alors, c'est exactement le même principe que ce que je vous avais expliqué pour l'adsorption. L'idée est la même. Les protéines, par exemple, ont des régions hydrophobes.
Donc ici, on est dans la phase mobile. Ici, vous avez la phase stationnaire qui porte à sa surface des molécules hydrophobes, symbolisées ici par les points rouges. Du coup, si le solvant autour est polaire, si c'est de l'eau, eh bien l'eau va pas être attirée par cette région ici hydrophobe, ni par cette région. Donc vous voyez, vous avez une sorte de cage qui se forme autour de cette région hydrophobe. L'eau est très structurée autour, elle ne veut pas interagir avec. Ces molécules ne sont pas chargées. Donc, vous allez avoir les molécules hydrophobes ou toutes les régions hydrophobes des molécules vont venir ici interagir avec ces particules, avec la phase ici stationnaire. Il va falloir qu'il y ait une forte concentration en sel pour favoriser cette interaction. Ce que je vous avais dit lors du premier cours, c'est quand vous êtes dans le métro et que vous êtes coincé contre la barre du métro parce qu'il y a trop de monde dans le wagon, par défaut, vous allez vous coincer contre la barre en fer. C'est la même chose ici. Tous les ions qui sont autour, c'est toutes les autres personnes qui vous poussent vers la barre en fer du métro. Quand vous allez vouloir diluer, c'est-à-dire détacher ces molécules de la colonne, il va falloir diminuer la concentration en sel pour lever cette pression qui rapproche les molécules hydrophobes. Et donc là, elles pourront être éluées et donc être séparées. Autrement dit, quand on charge une colonne d'interaction hydrophobe, quand on fait une chromatographie d'interaction hydrophobe, on commence par une forte concentration en sel. Après, on diminue cette concentration en sel pour faire l'élution. Et donc ici, vous avez un exemple de ce qu'on peut observer. Alors, vous l'avez aussi en TD, hein, vous avez un TD entier là-dessus. Vous séparez différents types de protéines, ici en diminuant la concentration en sel, et ici sont représentés différents substrats hydrophobes, différentes molécules hydrophobes qui peuvent composer la phase stationnaire. C'est juste des exemples de molécules hydrophobes présentes sur la phase stationnaire. Donc là, je vous renvoie, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vers le TD 5 qui porte sur les chromatographies. Chromatographie échangeuse d'ions, la troisième. Celle-là, je vais aller très vite puisqu'on a déjà vu son principe lors du premier. Alors, du coup, c'est le plus hydrophobe qui sort en premier. Non. Ici, ce qui se passe, c'est que vous avez une forte pression due aux ions. Et donc, c'est les moins hydrophobes qui vont sortir en premier. C'est ceux qui vont se détacher le plus facilement. Dès que vous allez lever un tout petit peu la pression, ils vont se détacher. Ici, c'est la moins hydrophobe. Ici, c'est la plus hydrophobe. Les plus hydrophobes vont avoir besoin donc c'est ceux qui interagiront le plus avec la colonne, donc les plus hydrophobes. Donc, ils vont avoir besoin de lever la concentration ionique, d'enlever tous les ions autour pour se détacher. Donc ici, vous avez les moins hydrophobes, et ici, vous avez les plus hydrophobes. L'interaction, c'est une interaction hydrophobe. Donc les premières éluées sont les moins hydrophobes. Pour la chromatographie échangeuse d'ions, cette fois, on joue sur la charge des molécules, sur leur charge de surface, plus exactement. Une molécule, une protéine, vous savez que ça a une structure tridimensionnaire avec des charges positives et négatives. Et donc là, c'est l'idée qu'on a déjà vue ensemble. Je vous laisserai regarder cette figure qui vous donne un exemple, que vous revoyez en fait dans le TD aussi. Bien, la phase stationnaire présente des charges positives ou négatives. Les protéines ont une charge plus ou moins positive, plus ou moins négative. Et donc, en fonction de leur charge, elles vont rester accrochées à la colonne. Donc, si vous souhaitez ensuite éluer, il va falloir faire passer sur votre colonne un ion qui va venir remplacer votre molécule. Si vous avez cet exemple-là, vous voyez votre molécule ici était chargée négativement. Pour la détacher de la colonne, il faut mettre un ion négatif pour qu'elle soit détachée de la colonne, pour qu'elle soit éluée. Dans un premier temps, votre molécule qui était chargée négativement ici est accrochée à la colonne positive. Ça, c'est dans la première étape, quand vous chargez la colonne. Après, quand vous faites l'élution, vous devez rajouter une concentration croissante de sel, symbolisée ici par cette droite. C'est la concentration en sel qui augmente. Donc, au plus vous ajoutez de sel, au plus vous rentrez en compétition avec vos molécules chargées, qui viennent remplacer vos molécules chargées ici sur la colonne, et donc qui permettent leur élution. Donc, vous voyez qu'en termes de concentration ionique, c'est l'inverse de la chromatographie hydrophobe. Cette fois,
des concentrations croissantes d'ions qui vont permettre l'élution. Dans la chromatographie précédente, c'est l'inverse. Donc là, c'est juste des exemples de groupements chargés, positivement ou négativement, qu'on peut retrouver sur ces colonnes. Bien sûr, vous ne devez pas les connaître. Juste pour vous donner des exemples et vous montrer effectivement les charges présentes à la surface de ces résidus. Une échangeuse de cations ou échangeuse d'anions. Une échangeuse de cations, elle fixe des ions positifs, donc elle doit être chargée négativement, la colonne. Maintenant, une que vous n'avez pas du tout vue, vous avez vu en fait sans le savoir, c'est ce qu'on appelle la chromatographie d'affinité. La chromatographie d'affinité, elle est basée donc sur l'interaction réversible qui existe entre une protéine et un ligand spécifique. Alors ça peut être une autre protéine. Par exemple, vous avez vu la technique de GST pull-down. Vous avez vu que la GST, donc la glucagon S-transférase, interagit avec le glucagon. Donc les deux peuvent interagir ensemble. Donc ça, cette interaction qui existe spécifique entre molécules, parce que pour la chromatode d'interaction hydrophobe, la colonne est poreuse, comme pour les acides nucléiques. Oui, oui, tout à fait, elles sont poreuses, ouais, tout à fait. Alors, pour les colonnes d'oligo-DT, je ne suis pas sûr qu'elles soient poreuses. Je ne sais pas si j'ai dit ça, mais dans mon souvenir, ce n'est pas une obligation. Après, peut-être dans les choses commerciales, oui. Le côté poreux n'est pas fondamental pour nous, hein. Je ne vais pas vous planter sur cette notion de porosité. La porosité, en fait, vous voyez, c'est le fait qu'il y ait des surfaces non parfaites. Et grosso modo, ça permet, avec tous les recoins que ça crée, d'augmenter la surface d'échange. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans la porosité de ces colonnes. Mais je vais pas, je vous embêterai pas avec ça. Par exemple, sur les colonnes d'oligo-DT, je ne suis pas catégorique sur le fait qu'elles soient poreuses. Ah, oui, pour l'affinité, excusez-moi. Pour l'affinité, alors, oui et non. C'est-à-dire que les colonnes d'oligo-DT avec les ARN messagers sont basées sur l'hybridation des acides nucléiques. Alors, c'est spécifique, c'est une interaction spécifique dans le sens effectivement où il y a une complémentarité de base et c'est des interactions de type Watson-Crick, donc c'est des liaisons hydrogènes. En ce sens-là, oui, c'est une sorte de chromatographie d'affinité. Ça dépend de la séquence nucléotidique. Dans ce sens-là, oui. Mais la chromatographie d'affinité, disons que ça a un sens beaucoup plus large. Ce n'est pas résumé aux interactions Watson-Crick. Il peut y avoir plein d'autres types d'interactions entre les molécules qui peuvent être aussi, si vous voulez, des fois un peu un système lié à en configuration tridimensionnelle de la molécule. Imaginez un peu comme une clé dans une serrure, deux structures qui sont complémentaires, qui peuvent entre guillemets, s'encastrer l'une dans l'autre. Donc c'est ça aussi qu'on va retrouver dans la chromatographie d'affinité. Et donc, c'est par exemple, les interactions qui existent entre un ligand et un récepteur, donc entre un récepteur et leur molécule soluble, entre un anticorps et la protéine qu'il reconnaît, etc. Donc, c'est un large spectre d'interactions, mais ce qui est important, c'est que ces interactions sont spécifiques entre les deux molécules. Autrement dit, une autre molécule ne peut pas, a priori, venir interagir avec la colonne. Alors, en général, il en existe toujours au moins une autre pour pouvoir en fait faire l'élution. C'est-à-dire qu'il existe un moyen de contrecarrer l'interaction forte qu'il existe, par exemple, ici, vous voyez, entre cette espèce de Pac-Man et ce récepteur. Après, il faut bien éluer les molécules, bien les détacher. Alors, comment on fait? Il y a plusieurs stratégies. Par exemple, pour les billes couplées au glucagon, vous savez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter du glucagon soluble. On peut rajouter donc la molécule qui n'est pas fixée à la colonne, pour détacher finalement la particule qui s'y est fixée. Donc, une stratégie, c'est de rajouter la molécule soluble, donc la molécule qui était présente sur la phase stationnaire, pour pouvoir détacher la molécule qui s'y est accrochée. Ça, c'est basé donc sur une interaction forte, mais réversible entre deux molécules. Donc, ça peut être en général entre deux protéines. Donc là, vous avez des exemples de types d'interaction, enfin de protéines qu'on va retrouver sur ces chromatographies. Vous voyez par exemple ici des IgG, donc d'immunoglobulines. Donc on a des interactions de type anticorps avec certaines protéines qu'elles reconnaissent.
Oui, on peut tout à fait, en fait. Oui, c'est une très bonne idée, effectivement. Il n'y a pas que, trouver un ligand, un autre agoniste. On peut aussi des fois, vous avez entièrement raison, jouer, sur le pH ou jouer, sur la salinité, même alors chauffer, les colonnes, je suis pas sûr, mais, on peut en fait, en déstructurant, en dénaturant les protéines, vous changez leur configuration tridimensionnelle et donc vous, en général, vous inhibez l'interaction. Donc tout à fait, vous avez entièrement raison. En jouant sur le pH, on va pouvoir faire ce genre de choses. Je reviens à la dernière chromatographie. Alors celle-là, elle est un tout petit peu plus, entre guillemets, difficile à appréhender parce qu'elle mélange plusieurs choses qu'on a vues. Mais vous allez voir, si vous me suivez, c'est à peine plus compliqué. Dans celle-là, il va y avoir, plusieurs petites particularités. La première particularité, c'est qu'ici, vous aviez une matrice de silice sur laquelle on a greffé ces petites chaînes rouges, des chaînes alkyles apolaires. Alors, des chaînes alkyles apolaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire des courtes chaînes carbonées. Donc, on a mis plein de chaînes carbonées ici, du long. Autrement dit, cette matrice qui était composée de silice et qui normalement, en fait, c'est le silice, mais elle présente des groupes qu'on appelle silanol COH. Les COH, vous voyez, c'est un groupement polaire. C'est-à-dire que l'oxygène attire plus les électrons, attire les électrons de la liaison ici avec l'hydrogène, ici avec l'atome de silicium. Et ben, ce groupement polaire est remplacé par des chaînes alkyles qui sont apolaires, c'est-à-dire qui ne présentent pas de charge, de microcharge locale ici au niveau de ces atomes. Donc, en fait, c'est en ça que c'est appelé une chromatographie en phase inverse, qu'on inverse ici la propriété de polarité de la surface qui est une matrice de silice. Donc, la phase stationnaire, dans ce cas-là, elle est hydrophobe et apolaire. Elle est apolaire à cause de ces groupements alkyles. Donc, c'est pour ça qu'on parle de phase inverse. C'est relatif en fait à la surface, à la matrice de silice qui est là normalement et qui est polaire. Eh bien, on la recouvre de molécules apolaires. Donc, du coup, cette surface est apolaire. La phase stationnaire est apolaire. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est que dans cette expérience, les protéines, elles sont dénaturées. C'est-à-dire qu'on va les déplier. Si vous dépliez des protéines, eh ben, vous allez multiplier les régions d'interaction avec la matrice. Une protéine que vous dépliez, eh ben, elle a des acides aminés polaires, des apolaires, et donc à différents endroits de sa séquence, qui maintenant est juste primaire, il n'y a plus de structure tridimensionnelle, il y a de multiples interactions possibles. Elle présente de toute façon à un certain endroit forcément une région polaire, forcément au moins un acide aminé apolaire. Donc, on vous dit, les protéines vont alors établir des interactions hydrophobes avec les groupements non polaires de la phase stationnaire. Donc, ici, c'est complètement apolaire. Donc, les protéines vont faire des interactions polaires avec cette surface. Quand vous avez chargé la colonne avec vos protéines, ici, vous voyez en bleu, c'est des molécules d'eau. Donc, il y a plein de molécules d'eau dans votre extrait protéique qui entoure vos protéines, qui interagissent ici avec la membrane. Donc, vos protéines, elles sont dénaturées, donc elles vont interagir d'une manière ou d'une autre avec cette surface apolaire. Plus ou moins fortement, mais elles vont interagir. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les détacher. Alors, pour les détacher, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de particulier, c'est qu'on va diminuer la polarité de la solution. Alors, je m'explique. Ici, une interaction entre molécules apolaires, les régions apolaires de vos protéines et la surface apolaire. L'eau, ce qu'elle fait, elle fait un peu comme tout à l'heure, les gens dans la rame de métro, elle pousse la molécule contre la matrice. Que l'eau est polaire, les régions apolaires, elle ne veut pas interagir avec. Donc l'eau, qui est un solvant polaire, va pousser les régions apolaires contre la matrice. Ce que vous allez faire pour éluer, c'est que vous allez en fait limiter cette polarité de la solution, limiter la polarité due à l'eau. Vous allez rajouter en fait ici une molécule qui s'appelle l'acétonitrile, qui va permettre de diminuer la polarité de la solution aqueuse. Et donc ça va favoriser l'élution de vos molécules. Les plus apolaires vont rester collés dans un premier temps à la matrice, les moins apolaires vont d'abord être élués. Ensuite, donc, les plus apolaires, au fur et à mesure que vous allez augmenter la concentration en acétonitrile, eh bien, elles vont être éluées de plus en plus. L'idée, c'est de diminuer la polarité de la phase aqueuse en rajoutant une autre molécule polaire, qui est l'acétonitrile, qui du coup va
limiter l'effet des molécules d'eau sur cette interaction. Si les molécules d'eau favorisent cette interaction, en interagissant avec ces molécules d'eau avec de l'acétonitrile, qui est une molécule polaire, eh bien, vous permettez de détacher les molécules de la matrice apolaire. Là, cette technique, en fait, elle est utilisée dans d'autres techniques de chromatographie beaucoup plus performantes, qu'on appelle l'HPLC, chromatographie liquide à haute performance. Vous verrez plus tard. C'est mentionné ici, vous verrez ça plus tard dans d'autres modules. Et donc, c'est une technique qui est très utilisée. Qui joue cette fois donc sur la polarité et le côté apolaire et le côté polaire de vos molécules. Donc ici, vous avez un tableau qui est récapitulatif de ces différentes chromatographies. Quel est le principe de chacune d'entre elles et ce qu'elle permet surtout de discriminer. Pour nous, on le voit dans le contexte des protéines. Hein. Donc, toutes sont utilisables dans le contexte des protéines. Pour nous, ça dépendra donc du principe sur lequel vous voulez vous baser. Je reprends l'élution. L'élution ici, il faut imaginer que donc, ici en bleu, les molécules d'eau sont là, favorisent l'interaction apolaire entre la matrice et la protéine. Parce que les molécules d'eau sont polaires. Donc, elles repoussent, elles ne veulent pas interagir avec les régions apolaires. Donc, elles repoussent les régions apolaires des molécules contre la matrice. Qu'il faut donc, si vous voulez éluer, si vous voulez détacher les molécules de la matrice, il faut donc limiter l'effet de ces molécules d'eau. Comment est-ce que vous limitez l'effet de ces molécules d'eau? Eh bien, on va rajouter une molécule polaire, qui est l'acétonitrile, qui va venir, en fait, vous voyez, interagir avec ces molécules d'eau. Si vous voulez, les molécules d'eau, elles ne vont plus agir ici sur ces molécules-là parce qu'elles vont être, entre guillemets, occupées à interagir avec l'acétonitrile. Donc ainsi, vous limitez la polarité de la solution. Si vous limitez la polarité de la solution, comme ici c'était une interaction apolaire, ben, elles n'ont plus vraiment de raison de trop interagir avec la matrice et donc elles peuvent se détacher. Donc c'est la phrase qui est là, hein, qui est plus importante. On diminue la polarité de la phase aqueuse mobile, donc tout ce qui est là autour, en rajoutant une molécule polaire. Si vous voulez, elle va interagir avec l'eau, elle va limiter la pression qu'exerçaient les molécules d'eau ici contre les molécules pour qu'elles interagissent ici de façon polaire. Donc ça, c'est juste une matrice de choix récapitulatif. Je vous laisse ça pour vos révisions. Hein. Je vais finir du coup sur des généralités. Donc toutes les chromatographies qu'on a vues, c'est des chromatographies en colonne. Il existe d'autres types de chromatographie sur papier ou en couche mince. Et là, je laisse le soin aux chimistes de vous expliquer ça. Nous, c'est pas des choses qu'on va utiliser dans le contexte de la biologie, ou très peu en tout cas, de manière très confidentielle. Donc, je vous montre ici que ça existe, mais je ne poserai pas de questions dessus. Donc, je le mentionne ici. Donc, je passe à la suivante parce que je ne vous explique pas tout ça. Vous l'avez vu en partie pour certains, les chromatographies sur couche mince par ailleurs, mais je ne vous interrogerai pas là-dessus. Pas le cœur de ce qui nous intéresse en BI 440. Donc, ce que vous devez retenir pour toutes les chromatographies, c'est le principe de chacune d'entre elles. Vous devez être capable d'expliquer chaque étape dans chaque contexte, comment on les équilibre. Alors, équilibration, j'en ai pas trop parlé, mais c'est quand vous mettez votre échantillon, c'est quand vous nettoyez votre colonne. L'équilibration, nous, ça ne sera pas quelque chose de très important dans le contexte de vos exercices. Ce n'est pas une notion sur laquelle on insiste. Ce qui m'intéresse plus, c'est quand on charge l'échantillon, le lavage qu'on fait ensuite, enlever les molécules qui ne sont pas accrochées, et enfin les élutions. Le contrôle, le prochain, il est, je crois, fin avril, mais il n'est pas de suite. Ouais. Un peu de marge, vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais finir rapidement ce cours dans les 5 minutes qui me restent avec les derniers points qui, vous allez voir, sont beaucoup plus simples que tout ce qu'on a vu maintenant, qui sont plutôt des rappels de choses que vous avez déjà vues. Je vais aller beaucoup plus vite. Ensuite, donc, on reprend le plan. Il s'agit par chromatographie de séparer les molécules, mais aussi on peut faire des électrophorèses. Quand on fait des électrophorèses pour les protéines, on utilise principalement les gels de polyacrylamide. Alors, je le répète, je vais aller vite maintenant, pas parce que c'est moins important, parce que c'est beaucoup de choses que vous avez déjà beaucoup vues par ailleurs. Hein. Donc, attention, toute la partie qui vient maintenant sont importantes, mais sauf mention contraire, mais parce que c'est des choses qu'on a beaucoup vues par ailleurs. Donc, on utilise des électrophorèses en gel de polyacrylamide. Le gel d'agarose, c'est principalement pour les acides nucléiques. L'électrophorèse, ça, je vous ai remis le principe sur l'effet du champ magnétique sur la vitesse de migration, etc. C'est des choses qu'on a vues lors du premier cours. Je ne vais pas redétailler maintenant.
qui m'intéresse juste un tout petit peu plus ici, c'est sur les gels de polyacrylamide. Le polyacrylamide, vous voyez, l'acrylamide est ici. Quand vous faites du polyacrylamide, vous favorisez la polymérisation, c'est-à-dire la formation d'un polyacrylamide, c'est-à-dire toutes ces molécules d'acrylamide qui forment des liaisons covalentes entre elles, donc symbolisées ici par ces ronds bleus. Vous verrez quand vous utilisez des gels de polyacrylamide, il y a non seulement de l'acrylamide, mais il y a aussi du N'-méthylène-butacrylamide, ou généralement ce qu'on appelle du butacrylamide, qui, vous voyez, est cette molécule-là, qui va permettre en fait de faire des ponts entre les chaînes d'acrylamide. Chimiquement parlant, je vous laisse regarder ça en détail. Vous voyez que ici, vous pouvez interagir avec une acrylamide, ici aussi avec une acrylamide. Donc, le butacrylamide vous permet de créer les ponts entre des chaînes de polyacrylamide, donc de faire le maillage correspondant au gel de polyacrylamide. Donc, voilà les deux molécules qui sont à la base du gel de polyacrylamide. Juste un point très important, souvent on voit les électrophorèses en conditions dénaturantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le SDS-page. C'est-à-dire quand les échantillons vont être exposés au SDS, qui est un détergent qui va charger toutes les molécules négativement, si bien que les molécules vont être discriminées en fonction de leur taille. N'oubliez pas qu'on peut faire aussi des électrophorèses en conditions natives, c'est-à-dire dans ce cas-là que les molécules ne sont pas dénaturées, et donc cette fois, elles vont migrer en fonction de leur charge et de leur taille. Donc, dans le premier cas, elles migrent en fonction de leur taille, parce qu'elles ont toutes la même charge. Si vous faites une électrophorèse en conditions natives, elles vont migrer en fonction de leur taille et de leur charge. Très important. Même de leur forme, que vous ne les dénaturez pas, vous ne changez pas leur structure tridimensionnelle, elles vont aussi migrer en fonction de leur forme. Donc cette diapositive, qui reprend que des notions que vous connaissez par ailleurs, surtout, maîtrisez-la bien, elle est très importante. Ici, très rapidement, la séparation par isoélectrofocalisation. L'idée, cette fois, c'est de séparer les molécules en fonction de leur point isoélectrique. Alors là, vous avez imaginé un gel de polyacrylamide, vous avez deux électrodes, vous avez un gradient de pH. C'est ça qui est important. En fait, ce qui n'est pas mentionné sur la figure, il faut imaginer ici un gradient de pH. Quand vous allez appliquer un champ électrique, les molécules vont migrer en fonction de leur point isoélectrique. Je vous rappelle, une valeur de pH pour laquelle la charge globale de la molécule est nulle. Donc normalement, tout ceci, avec tout ce que vous avez vu et ce que vous savez par ailleurs, vous devez le comprendre. Ce qui est juste important ici, c'est de retenir que dans la zone de migration, il y a un gradient de pH. Enfin, ce qu'on appelle le gel bidimensionnel, celui-là, il est assez simple pour vous. Ça peut donner ce genre de petits spots qu'on voit là, petits spots. En fait, ça s'analyse en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous faites 2 types d'électrophorèse en même temps. Vous faites celle que je viens d'expliquer, c'est-à-dire, brièvement, une focalisation isoélectrique dans une direction, et dans une autre direction, vous faites un SDS-page. Autrement dit, vous allez avoir ici un volume, vous allez pouvoir séparer vos protéines en 3 dimensions. Alors, c'est un gel 2D, mais parce qu'il y a vous séparez selon 2 paramètres. En fait, il faut les analyser en 3 dimensions. Donc ça, c'est utilisé quand vous avez des extraits protéiques qui sont très, très riches, où il y a beaucoup, beaucoup de protéines différentes. Donc en fait, ça revient aux 2 techniques précédentes, mais sur le même gel. Il faut imaginer que dans un sens, donc par exemple en vertical, vous séparez suivant la taille, et ici en profondeur, vous séparez en fonction du point isoélectrique. Donc on fait dans une direction et dans une autre. C'est en ça que c'est un gel 2D. Vous utilisez 2 directions, 2 paramètres de discrimination. Alors, enfin, je vais essayer de finir à l'heure, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, rassurez-vous. Ensuite, pour la coloration des protéines, c'est des choses que vous avez déjà vues par ailleurs. On peut utiliser le bleu de Koumassi ou le nitrate d'argent. Tout est écrit ici, vous n'avez pas besoin de moi pour lire ça. C'est une diapositive très importante. Donc ça, c'était pour la coloration des protéines quand elles sont sur un gel. Enfin, pour déterminer la concentration d'une solution en protéines, la première chose d'abord, c'est qu'on peut concentrer une solution en protéines en utilisant une membrane de dialyse. Grosso modo, c'est une membrane qui va laisser passer certaines molécules et pas d'autres. Ça va vous permettre d'enrichir votre extrait en une protéine, par exemple, en supprimant des ions du liquide.
Le deuxième, c'est l'ultrafiltration. Donc, je vais vite, que c'est des notions qu'on a déjà vues. Le CC, ça doit être dans 10 minutes au moins. Mais je vais vite. L'ultrafiltration, tout est écrit là aussi. L'idée, c'est d'exercer une pression. Et ici, vous avez un filtre qui laissera pas passer vos molécules. Vous avez aussi le principe de lyophilisation et de précipitation. Tout est écrit, en fait. Tout est sur les diapositives. Tout, normalement, est compréhensible. Enfin, la dernière étape, c'est le dosage des protéines. Et là, je vous explique le dosage de principe de protéines, donc deux principes de dosage, la méthode de Bradford et la méthode de Buret. Tout est écrit dans la diapositive, donc vous n'avez absolument pas besoin de moi. Et ici, c'est juste le fait qu'on utilise une gamme étalon pour quantifier les protéines. Et là, le cours est vraiment fini, et donc vous êtes vraiment libre pour votre CC. Je répète juste, tout ce que je viens de dire est important. Les dernières diapositives, il y a tout qui est écrit dessus. Donc bon courage pour le CC. À plus tard, je reste. Le forum est là, bien sûr, pour les questions.